Une population vieillissante, des environnements spécialisés pour nos aînés. Quel est l'avenir des EMS? Un grand spécialiste nous en parle. Pascal Blum, bonjour. Bonjour Madame Nathan. Bienvenue avec nous. Vous êtes un spécialiste du secteur des établissements médico-sociaux, c'est-à-dire des structures pour personnes âgées, ce qu'on appelle aujourd'hui le 4e âge. Quelle est la situation aujourd'hui post-pandémie? Alors post-pandémie, déjà, je ne sais pas si on peut parler de post-pandémie, puisque, comme vous le savez, malheureusement, on est encore un petit peu dedans, voire complètement dedans. Mais la situation est stable, on a dû prendre des mesures difficiles sur le plan humain pour sauvegarder l'humanité et les liens sociaux très très importants. Et voilà, mais c'est très très difficile pour les familles et les résidents d'avoir des visites qui sont contraignantes, qui sont régulées, sur rendez-vous, et de ne pas pouvoir ouvrir les établissements tels qu'ils étaient jusqu'au mois de mars de cette année. Et j'imagine que pour le personnel aussi, ça doit changer beaucoup la donne, puisqu'ils ont toute cette responsabilité en faisant, entre guillemets, le vide des familles et des visites. Le personnel a plus en charge, à prendre plus en charge. Alors vous avez raison, faut pas oublier le personnel qui a fait un travail admirable et exceptionnel. Et ce virus, qui est une nouvelle situation pour tout le monde, est très très anxiogène. Et on dit toujours qu'on est là pour assurer la sécurité et la santé des résidents, mais nous devons aussi assurer la santé et la sécurité de nos employés qui sont aux premières loges et souvent tout à fait dans le vif du sujet au quotidien. On sait que en principe et en moyenne, la tranche d'âge c'est 80-95 ans. Ça veut dire qu'en plus de souvent soit être diagnostiqué avec des problèmes de santé ou bien les gestes quotidiens de base qui ne sont plus possibles à faire, mais la solitude en plus de tout ça et de couper avec les liens relationnels est encore plus problématique pour cette tranche de la population. Oui, c'est une population, comme vous l'avez dit, âgée, très âgée, donc vulnérable, fragile. Et bien évidemment, tout a été dans la pesée d'intérêt entre garder des liens sociaux quand c'était possible, avec quand même des mesures qui assuraient la meilleure sécurité possible et pour éviter une propagation importante du virus dans l'établissement. Comme toutes les structures professionnelles, vous avez dû vous adapter, mettre en place un certain nombre de règles, changer un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça a impliqué, aussi bien au niveau du personnel, des résidents que des familles? Est-ce que ça a été un énorme travail? Comment vous êtes organisé? Oui, alors en fait, nous avons eu à Genève, je crois que nous sommes, à ma connaissance, le seul canton roman à avoir mis en place une structure qu'on appelait une task force, qui a été mise en place au mois de mars, tout de suite même avant le premier cas de virus chez les résidents. Cette task force était composée des spécialistes du secteur, les représentants des directions, des médecins répondants, des infirmiers, collaboration directe avec la Direction générale de la santé et le service du médecin cantonal qui ont pu, de ce fait, évaluer des situations très spécifiques aux établissements, analyser les situations, apporter des recommandations, des mesures qui étaient vraiment très adaptées à la réalité du terrain. Et ça a été une grande force et je loue les excellentes relations et collaborations que nous avons avec le médecin cantonal aujourd'hui. En parlant de ça, et c'est une excellente transition, les défis en fait et les risques auxquels vous faites face aujourd'hui dans ce secteur d'activité, qui est un secteur économique quand même très important puisqu'on a une population vieillissante avec tout ce que ça comporte comme engagement futur. Oui. Alors les risques économiques, bien sûr, si on devait avoir très touchée par le virus, la population étant vulnérable avec potentiellement beaucoup de décès, c'est un risque économique d'avoir moins de résidents. Donc si on reste dans la finance, moins de ressources. Et puis pour le personnel, si beaucoup d'employés sont touchés et doivent être absents, un fort taux d'absentéisme, on peut imaginer tout d'un coup que 40 employés sont touchés en même temps et de se retrouver avec un manque de personnel pour la prise en charge au quotidien de nos résidents.
Quel est aujourd'hui le roulement, si je puis m'exprimer ainsi, dans ce secteur d'activité au quotidien? Il y a évidemment un certain nombre d'événements qui se font à l'intérieur des établissements médico-sociaux, mais aussi le type de soins, combien de temps ça dure, le ratio, enfin comment ça se passe? Alors, ça se passe ainsi. Donc, les résidents sont des personnes, vous l'avez dit, très âgées, qui rentrent en EMS quand elles ont plus la possibilité de rester à domicile, malgré les aides à domicile qu'elles reçoivent. Ça atteint à un moment donné ses limites, et nous accueillons des personnes âgées qui ont un état de dépendance quand même assez important pour ce qu'on appelle les actes de la vie quotidienne. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide pour se lever, se laver, manger, se coucher, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau soins, en fait? Donc, comme vous parlez de toutes ces actions de base qui doivent être faites, est-ce que chaque résident a un taux, je dirais, d'attention par rapport au personnel soignant, déjà pour commencer, le côté relationnel, le toucher, l'attention, l'échange verbal? On sait que chez tout être humain, c'est très important, mais on peut imaginer que dans cette tranche de population qui n'a probablement plus de vie intime, enfin, bien que ça existe et que c'est un autre débat, mais disons de relations proches, quotidiennes et régulières. Voilà. Alors, on parle effectivement beaucoup des soins dans les EMS. Les résidents ont besoin de soins par du personnel soignant qualifié, des infirmières, des assistantes en santé, soins communautaires et des aides-soignants, à des degrés divers. Il existe un outil d'évaluation qui permet de définir quelle est la prise en soin et le nombre de minutes de soins par jour qui est nécessaire pour la prise en charge de la personne, et de là, les assureurs maladie vont financer en fonction de cette prise en charge. Mais il n'y a pas que les soins dans un EMS, on parle beaucoup de lieux de vie, même si ce sont des lieux de fin de vie, mais ce sont des lieux de vie avant tout. D'activités. Et avec des activités, donc on a une équipe d'animation qui propose des activités tous les jours. Et puis tout le personnel hôtelier qui a un rôle très important. C'est pas seulement du nettoyage, on rentre contrairement dans un hôtel où la femme de chambre va faire la chambre pendant que le client n'est pas là. Là, souvent, on est pendant que la personne est là, avec ses propres meubles, donc on est chez elle et on tisse des liens, et les femmes de chambre, les employés d'hôtellerie tissent des liens très importants sociaux. D'où le terme d'établissement médico-social, mais le social prend beaucoup d'importance. Rapidement, une question qui est importante. Les tendances de ces secteurs d'activité, est-ce qu'on va vers des choses un peu nouvelles, un peu différentes? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Alors, il y a plusieurs tendances, je pense. C'est vrai que les politiques essayent de trouver des alternatives parce que entre le domicile où tout va bien et tout d'un coup l'EMS, qui est une structure finalement assez lourde, on parle de structures intermédiaires. Il existe notamment à Genève des établissements à encadrement, des IEPA, qui sont ce qu'on appelait plus vulgairement des appartements protégés, qui sont pour des personnes âgées, en âge de la retraite, mais qui sont encore assez indépendantes pour pouvoir vivre chez elles. Il y a quand même un encadrement, il y a peut-être des lieux communs, il y a peut-être une cafétéria où ils peuvent partager les repas, peut-être un système d'appel s'ils se sentent moins bien. Enfin voilà, c'est un petit peu des structures intermédiaires, il y en a quelques-unes qui existent, et c'est peut-être une tendance, mais je crois qu'on a quand même, à l'inverse de ça, une tendance réelle de vieillissement de la population, également les structures de soins et de maintien à domicile qui se sont développées, et les deux phénomènes font qu'on arrive en EMS assez tard, assez âgé et assez dépendant. Et voilà, par les tendances, peut-être un des défis, ce sera de pouvoir continuer d'accueillir et de prendre en charge des personnes très âgées, très dépendantes, en particulier sur le plan cognitif. Le monde de demain, est-ce qu'on pourrait imaginer que différents types de populations vivent ensemble en communauté, typiquement des personnes du quatrième âge et des personnes plus jeunes, voire avec des enfants? Ça se fait dans certains pays. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va s'étendre à un certain nombre de pays?
Alors, je ne sais pas si ça va s'étendre. C'est quelque chose qui existe également en Suisse. À Genève, il existe un établissement qui a clairement défini son projet institutionnel et qui a construit son établissement sur cette base-là, avec 4 populations qui sont dans le même bâtiment et qui peuvent partager les repas ou voir des activités. Donc, personnes âgées, étudiants, personnes en situation de handicap et enfants de crèche. Pascal Blum, merci beaucoup pour cette interview très enrichissante et très intéressant et on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci à vous. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez connectés avec nous et on vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Au revoir.